Bonsoir, bienvenue de nouveau à la nuit du Big Bang au Big Band. Nous avons le plaisir d'accueillir ma collègue Alice. Bonsoir Alice. Bonsoir Hervé, ravie d'être. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, où tu travailles et puis sur quel domaine de recherche tu travailles, s'il te plaît? Donc, je m'appelle Alice Le Gall, je suis maître de conférence en planétologie. Donc, j'enseigne à l'Université de Versailles-Saint-Quentin qui bientôt fera partie de Paris-Saclay. D'accord. Et j'effectue mes recherches dans un laboratoire qui s'appelle le LATMOS. Donc, des recherches en planétologie. La planétologie étant l'étude des corps, pas seulement que les planètes, des corps du système solaire. Effectivement, tous les corps du système solaire et qui gravitent autour du Soleil. Alors, est-ce que tu as un objet préféré dans le système solaire? Oui, j'en ai un. Alors, peut-être que je pourrais dire avant que la planétologie, c'est vaste et que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'étude des surfaces et des sous-sols du système solaire. Et pour les étudier, ces surfaces et ces sous-sols, je vais avoir recours à une technique bien particulière, celle des radars. Et les radars ont cet avantage, notamment de quand il y a un corps qui, un peu bêtement, je qualifierais de pudique, qui Mhm. cache en fait sa surface sous une épaisse et opaque atmosphère. Et c'est le cas par exemple dans le système solaire de Vénus, Mhm. de Titan, et puis de la Terre aussi, dans une certaine mesure. Eh bien, le radar va pouvoir percer ce voile de l'atmosphère et voir la surface. Donc, sous cette atmosphère et même en fournir des images. Donc voilà, c'est sur ce type d'instrument que je travaille et j'ai beaucoup travaillé, donc tu demandais mon objet préféré dans le système solaire, Mhm. sur un de ces corps que je qualifierais de pudique, qui est Titan. Donc Titan, c'est le plus grand satellite naturel évidemment de Saturne. On le voit sur la slide que je vous ai fait parvenir, hein, il est nettement plus gros que les autres satellites glacés de Saturne. C'est le deuxième plus gros satellite du système solaire et moi je dirais que c'est un satellite qui a vraiment des dimensions planétaires puisque on le voit là en comparaison avec la Terre et la Lune. Il est nettement plus grand que la Lune et il est même plus grand que Mercure qui est la plus petite de nos planètes. Exactement. C'est un satellite qui a aussi ceci particulier qu'il est doté d'une atmosphère dense. On le voit peut-être derrière moi, là c'est une image de la surface de Titan, Ah, genre on c'est vient de Titan qui a derrière toi, d'accord. ouais, c'est Titan et le liseré bleu qu'on devine là, hop, c'est l'atmosphère de Titan qui est beaucoup plus dense en fait que celle de la Terre, même à la surface, puisqu'on a une densité qui est presque 5 fois celle de la Terre, une pression à la surface qui est de l'ordre de 1,5 bar, sur Terre D'accord. en bar, donc assez Mhm. équivalente. En Mhm. revanche, des températures glaciales, hein, puisque à la surface de Titan, il fait moins 180 degrés. Ah oui, donc très 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 froid. Et donc tu disais, donc tu mettais à nu finalement les planètes ou les satellites naturels qui sont recouverts d'une atmosphère plus ou moins épaisse. Et donc tu utilises la technique du radar. Mais en deux mots, c'est quoi la technique du radar? Parce qu'on entend lidar, on entend radar. C'est quoi, voilà, qu'est-ce que toi tu fais? Et ce qui Alors, suppose aussi, je finis ma question, que tu ailles sur place. Et comment ça marche tout ça? Parce que est-ce qu'on fait ça de la Terre ou est-ce qu'on fait ça avec des satellites? Voilà. on peut faire observer au radar, en l'occurrence Titan, depuis la Terre. Alors, plus l'objet est loin et plus ça devient compliqué. Mhm. Mais on ne va pas pouvoir en dresser une image, une carte, on va dire. Ouais. Pour faire ça, il faut vraiment avoir un radar qui est embarqué sur une sonde spatiale, pas forcément en orbite autour de l'objet, mais qui le survole de près quand même Ouais. assez régulièrement. Et donc ces radars, c'est des instruments qui sont actifs, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer des ondes. Mhm. Alors pas les mêmes ondes que les lidars qui travaillent dans des longueurs d'onde très courtes dans le domaine optique. Là, Oui. on va chercher des longueurs d'onde plus grandes dans le domaine micro-ondes, donc de l'ordre du centimètre. On envoie ces ondes vers une surface et cette surface, en fonction de ses propriétés, est-ce qu'elle est lisse, est-ce qu'elle est composée de telle ou telle matière, en fonction de ses propriétés intrinsèques, va réfléchir, renvoyer vers le radar une partie des ondes qui lui sont parvenues. Et en mesurant cette quantité d'énergie finalement qui revient vers le radar, on en déduit des choses sur les propriétés de surface et on peut même en faire des cartes. Je vais vous montrer quelques exemples, notamment avec Titan tout à l'heure, mais effectivement, ce que les radars, et en particulier le radar d'une mission qui nous a
voilà, qui nous a révélé Mhm. Titan, nous a montré, c'est que Titan était un objet particulièrement incroyable dans la mesure où sa surface présente des paysages d'une variété et d'une richesse insoupçonnée avant l'arrivée de ce radar dans le cadre d'une mission qui s'appelait Cassini-Huygens. Donc, il y a une slide qui présente Oui. cette mission, la troisième. Et cette mission, c'est une mission d'une envergure, je dirais presque sans précédent. C'est le fruit d'une collaboration entre l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale américaine. Et il y avait deux parties dans cette mission. Il y avait un orbiteur qui s'appelait Cassini, qui était américain, et qui a exploré pendant plus de 13 ans, Mhm. donc de 2004 à 2017, le système de Saturne. Donc il a fait presque 300 tours de Saturne, presque 130 survols de Titan. Ah oui. Donc, sur cet orbiteur, il y avait ce fameux radar qui nous a révélé la surface de Titan. On voit l'antenne du radar, là, c'est cette antenne parabolique au-dessus de l'orbiteur Cassini qui fait quand même 4 mètres de diamètre. Hein, c'est une belle antenne. D'accord. Et Ah, puis, donc il y avait, c'est oui. vraiment ça le radar? Moi, je pensais que c'était d'accord. Ah oui. Ah oui. Oui, c'est le radar. Le radar a surtout besoin d'un système d'émission et de réception, mais d'une antenne. Et cette antenne, elle ne servait pas qu'au radar, elle a servi aussi pour les communications de Ah, la c'est ça. Moi, sonde. je pensais que c'était l'antenne haut gain de communication vers la Terre, mais en fait, ça faisait les deux, donc ils ont optimisé les deux. Exactement. Et ça a même servi à faire ce qu'on appelle des expériences de radioscience Oui, oui, oui. pour comprendre la gravité, notamment sur Titan. D'accord. Et donc la deuxième partie de cette mission comprenait un atterrisseur, Huygens, qui lui a été conçu en Europe Mhm. et qui, en 2005, donc ça fait 15 ans maintenant, s'est posé à la surface de Titan et a livré cette image-là que je vous présente, absolument incroyable, donc, où on voit, finalement assez banale, presque décevante au début, parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit des cailloux Caillou à voilà, droite. jonchant une surface plus ou moins plate. Après, quand on regarde de plus près, on se rend compte que ces cailloux, ils sont un peu arrondis. Ils font Mhm. penser à des galets. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas encore dit, mais donc les conditions de pression et de température à la surface de Titan, je l'ai dit, 1,5 bar, Oui. moins 180 degrés, elles paraissent très exotiques, mais en fait, elles permettent notamment au méthane d'exister sous ces trois états, comme l'eau sur Terre. Donc, il y a un cycle du méthane, hein, comme il y a un cycle de l'eau sur Terre. Il pleut du méthane, cette pluie va alimenter des rivières, Ok, des des lacs. rivières de méthane, et donc tu dis sous les trois états, donc sous forme de vapeur, de nuages, de liquide, donc, et aussi peut-être de glace de méthane dans certaines conditions. Il est possible qu'ils grêlent sur Titan. On Ah, pense excellent. même qu'il. Alors, je vais en reparler, mais il y a des lacs. Bon, d'ailleurs, on en voit un là derrière. Il y a des lacs de méthane et d'éthane sur Titan. Et si ça se trouve, sur ces lacs, il y a des icebergs. Ah ouais, donc il y a Des, des plages au bord avec du méthane ou de l'éthane, d'accord. Il y a des plages, il y a de quoi. Ouais, ouais. Si on pouvait développer le tourisme C'est ça. sur Titan, il y aurait beaucoup de choses à faire parce qu'au-delà des lacs et des rivières, il y a des champs de dunes géantes tout au long de la ceinture équatoriale de Titan. Donc, c'est des dunes qui font jusqu'à 200 mètres de hauteur. Il y a des montagnes aussi. On ne sait pas bien comment elles se sont formées. Il y a peut-être aussi, c'est moins évident, mais c'est possible, ce qu'on appelle les cryovolcans. Ah oui, C'est-à-dire des volcans, mais à basse température, dont la lave serait une sorte de glace molle, quoi, fondue. oui, 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 oui. Donc, c'est un milieu, enfin, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, des paysages extraordinaires, à la fois, ce que je dis souvent, c'est à la fois exotique, mais très familier, en fait. Exactement, exactement. Alors qu'on est 10 fois plus loin du Soleil que la Terre, alors qu'il fait moins 180 degrés et que la croûte de Titan, c'est de la glace. Oui, exactement. Donc, Et des tu gros disais donc processus. deux questions, les petits rochers, donc qui ressemblent un peu à des galets, donc est-ce que ça veut dire que on est dans le lit d'une rivière ou pas? Et l'autre question, c'est comme on voyait pas la surface depuis l'espace, est-ce que finalement sur Titan il y a des nuages tout le temps et on voit pas le ciel, ou est-ce qu'on est comme sous un temps gris permanent? Alors, pour ce qui est du site d'atterrissage donc, de Huygens, oui, effectivement, on pense du fait de la forme de ces cailloux et d'autres considérations qu'on a atterri soit dans le lit asséché d'une rivière, soit voilà, dans le fond d'un lac asséché, quoi. Oui, Donc, oui, ça, et pour la deuxième question, donc sur Titan, il y a deux choses qui font que la surface n'est pas visible, en tout cas dans le domaine optique, oui, oui. celui des appareils photo classiques,
Et dans le domaine infrarouge, il y a quelques fenêtres. C'est à la fois le fait qu'il y ait du méthane qui absorbe ces longueurs d'onde et le fait qu'il y ait des nuages et beaucoup de particules Oui. en suspension qui vont diffuser les rayons en fait. Ah ouais. Et ce qui fait d'ailleurs que sur Titan, si on regarde le ciel qui doit être un peu orangé, là c'est une image qui a été colorisée après coup Oui, oui. en fonction de ce qu'on connaît et à partir d'expériences en laboratoire, notamment menées par Nathalie Carrasco, qui, je le sais, est une de vos invitées aussi ce soir, qui ont montré que dans l'atmosphère, il y a beaucoup de réactions photochimiques qui vont créer des particules fines et dont on appelle les tholins. J'imagine peut-être qu'elle vous a dit ce mot-là Oui, nous a pas dit ce pendant mot. son Ah, interview. voilà, oui. Et ces particules ont cette couleur un peu orangée, brunâtre. Donc, c'est à partir de ces mesures en laboratoire en fait, qu'on a colorisé cette image. Et donc, ces particules aussi contribuent à l'opacité, Oui. évidemment, de l'atmosphère de Titan. Donc il ferait gris mais orange, quoi. Voilà. Si Voilà. on avait des Et il yeux. n'y aurait pas d'ombre parce que toute la lumière est diffusée, donc on aurait vraiment jamais d'ombre. En fait. D'accord, ouais, ouais. Et donc, tu nous évoques ces paysages extraordinaires révélés par les radars de Cassini. Est-ce que, donc tu nous as beaucoup parlé de ce lac, est-ce qu'il y a une image en particulier que tu veux nous détailler ou montrer? C'est peut-être celle qu'il y a derrière Celle que j'ai derrière, mais en version donc c'est deux la 4, dimensions. la page 4. C'est la slide 4, voilà, c'est vraiment... alors, pour ceux qui me connaissent, c'est un peu étonnant parce que moi, je suis plutôt montagne, je ne suis pas très mer, je ne suis pas très lac. Mais là, j'avoue que je trouve cette image... Donc, c'est une image radar qui a été colorisée aussi après coup parce que les images radar sont noir et blanc, toujours à partir de ce qu'on pense être la couleur du sol de Titan qui est couvert par toutes ces particules créées dans l'atmosphère qui se déposent progressivement à la surface. Donc, ça, c'est un lac qui s'appelle Ligia Mare. Donc qui se trouve au niveau du pôle nord de Titan parce qu'en fait, quasiment tous les lacs et les mers de Titan se trouvent au niveau des pôles. D'accord. Il n'y a rien aux basses latitudes, on va dire. Mhm. Et c'est un lac qui est grand comme, je crois, 2 fois le lac Victoria en Afrique, hein, pour donner un ordre de grandeur. Donc, c'est vraiment un grand lac. Et on a pu, même grâce au radar de la mission Cassini-Huygens, mesurer la profondeur au centre là, de ce lac. Donc, il a jusqu'à 200 mètres de profondeur. Donc, il y a beaucoup d'hydrocarbures. Si vraiment on voulait exploiter les ressources, ce qui n'est pas du tout ce que je préconise. Mais voilà, c'est une grande réserve d'hydrocarbures, puisqu'encore une fois, c'est évidemment pas un lac d'eau liquide, c'est un lac de méthane et d'éthane liquide. Et je trouve cette photo, cette image radar plutôt absolument fascinante, où on voit, on devine peut-être là, les rivières, voilà, Oui, c'est ça, des bougent. rivières, des îles, il y a des îles, il y Il y a a... des îles, il y a des deltas. On imagine aussi que potentiellement sous ce lac et tout autour, il y a un réseau souterrain. Hein, Oui, sur Terre, on dit aquifère, là on dirait alcanofère. Voilà, parce qu'il y a d'autres mers à côté, d'autres lacs, et sans doute ils communiquent entre eux. On ne sait pas bien ça, évidemment. pas mal. Ah oui, c'est très impressionnant. Et donc, on voit qu'une bande parce que le radar n'a sondé qu'une zone qui est grande, mais tout n'a pas été sondé. C'est pour ça qu'il y a du blanc sur les côtés, c'est ça? Voilà, c'est quand même une mosaïque, donc il y a eu Oui. plusieurs images radar qui ont été combinées, mais à chaque survol de Titan, le radar ne pouvait cartographier que 1% de la surface. À la fin de la mission, à peu près 65% de la surface de Titan a été cartographiée avec une résolution comprise entre 300 mètres et 4 km. D'accord. Donc au mieux 300 mètres. Hein, voilà. Ah ouais, c'est quand même exceptionnel. Et donc il reste des zones, des terra incognita, et on espère pouvoir revenir et compléter la carte et même en faire une avec une résolution encore plus élevée, évidemment. Et bah, c'est formidable. Est-ce que, je crois que tu évoquais la possibilité aussi d'écouter des sons, alors pas forcément sur Titan, mais est-ce que tu peux nous lever l'énigme de ton son préféré lié à Titan? Oui, lié à cette mission Cassini-Huygens, c'est un son qui me fascine aussi quand je l'ai entendu. C'est un son qui a été enregistré en 2004, au moment où la sonde Cassini arrivait dans le système de Saturne, donc après 7 ans de voyage. Il faut quand même se représenter que c'est des missions de très longue haleine. La mission Cassini-Huygens s'est lancée en 97. Évidemment, elle est décidée dans les années 80. Oui. Lancée en 97, elle arrive en 2004 et elle s'est achevée en 2017, donc après 20 ans dans l'espace.
Donc, au moment où la sonde arrive dans le système de Saturne, et il a fallu la mettre en orbite autour de Saturne. Et pour ce faire, une manœuvre assez périlleuse, en tout cas, on la craignait, a dû être mise en place. En fait, on a fait passer la sonde Cassini dans le plan des anneaux de Saturne. Alors, normalement, dans un trou de ces anneaux, ce qu'on appelle la division Cassini, c'est un endroit a priori dépourvu de particules. Mais en fait, on s'est rendu compte que non. Et la sonde a pu enregistrer en fait 100 000 impacts en 5 minutes. Donc, on peut peut-être écouter le Oui, son. on écoute et puis tu nous diras ce qu'on entend. Alors, ce qu'on entend, oui, ça fait un peu grésillement, ou c'est un peu comme le bruit, moi je dirais plutôt de la grêle sur un toit. Ce qu'on entend, en fait, c'est le signal associé à tous ces impacts. Donc, je disais 100 000 en 5 minutes, avec une vitesse relative, enfin, une différence de vitesse entre la sonde et ces particules de 70 000 km/h. Quand même. Donc, ces impacts ont été convertis en bruit, hein, Oui, oui. et en son. Et c'est ce qu'on entend là. Alors, heureusement, il n'y a eu aucun dommage sur la sonde. Il faut dire que l'antenne parabolique dont je vous parlais tout à l'heure, qui servait pour les communications et pour le radar, avait été positionnée en avant pour servir de bouclier et a joué ce rôle de protéger la sonde et tous les instruments à son bord. Et ça a marché, heureusement. Ah ouais, donc Et, un grand moment, c'est vrai que moi je m'en souviens, pourtant je ne suis pas spécialiste de ce domaine-là, mais la traversée des anneaux, parce que c'est un peu comme ça que ça avait été annoncé, c'était un grand moment. Et on voit que cette antenne, elle sert à plein de choses, hein, donc à faire le radar, à communiquer avec la Terre et à servir de bouclier pendant le passage des anneaux. Donc c'est assez exceptionnel. exactement. Et elle a resservi à ça, d'ailleurs, à la fin de la mission, c'est la slide 6, où là, du coup, bon, on a décidé de faire, c'était ce qu'on appelait le grand final de la mission Cassini. L'idée, c'était d'essayer de mesurer la masse des anneaux en passant au plus près. Et donc, il y a eu 22 orbites, donc c'était à la fin, enfin, en 2017, à l'été 2017, passant, comme on le voit sur cette slide, entre les anneaux intérieurs et l'atmosphère de Saturne. Et si on regarde cette vidéo, on voit d'ailleurs la vidéo qui a été enregistrée lors de chacun de ces passages par une des caméras à bord de la sonde Cassini. Et là aussi, bon, on redoutait des dommages, mais il n'y en a eu aucun. Alors, il faut dire qu'on passe aussi dans une zone où il y a des particules, mais très peu, et qu'elles sont très, très fines, hein, oui, oui, oui. de la taille même plus petites que les particules fines liées à la pollution, par exemple. Oui, c'est vrai. Mais effectivement, le radar, enfin, l'antenne du radar a joué ce rôle protecteur jusqu'à la fin de la mission. De la mission, ouais. Et est-ce que, donc là, tu nous as exposé les aspects techniques, les découvertes sur Titan de paysages, de composition, etc. Mais est-ce qu'il y a certaines énigmes ou une énigme que ton travail et celui de tes collègues a permis de résoudre? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Je crois qu'il y a des nouveaux résultats qui viennent de sortir dont tu aimerais nous donner presque la primeur. Exactement. Il y a eu plein d'énigmes qui ont été résolues, mais aussi beaucoup plus de questions qui ont été soulevées, évidemment. C'est toujours comme ça, les missions spatiales et la recherche. Mais là, très, très récemment, est paru dans Nature Communication un résultat particulièrement, en tout cas pour moi, enthousiasmant, qui vient résoudre une énigme vieille de presque 20 ans, sur laquelle j'avais commencé à travailler il y a plus de 10 ans, quand je suis arrivée au postdoc au JPL et que j'ai commencé à travailler dans l'équipe du radar de Cassini. En fait, cette énigme, elle est liée à des mesures qui ont été faites depuis un radar terrestre qui s'appelle le radar Arecibo, qui est à Puerto Rico, et qui, au début des années 2000, avait enregistré ce qu'on appelle des réflexions spéculaires, c'est-à-dire on a envoyé des ondes depuis la Terre, et certaines de ces ondes étaient revenues très très fort dans la direction de la Terre. Donc, c'est ce qu'on appelle des réflexions spéculaires, des échos particulièrement puissants. Et forcément, ça voulait dire qu'il y avait, en tout cas, là d'où les échos venaient, donc dans les régions équatoriales de Titan, il y avait des zones très lisses, des zones très très lisses qui agissaient comme un miroir en fait, boum, qui renvoyaient les ondes vers la Terre.
Donc, c'était avant l'arrivée de la mission Cassini, on est au début des années 2000, et donc l'interprétation à l'époque, c'était de dire, eh bien, dans la ceinture équatoriale de Titan, il y a des lacs, il y a des surfaces liquides très lisses. Mhm. Et quand la mission Cassini est arrivée, on a constaté que tous les lacs, toutes ces étendues liquides se trouvaient au pôle, notamment au pôle nord, mais que la région équatoriale, c'était essentiellement un désert, d'ailleurs un désert de dunes. Hein. C'est là où on trouve tous ces champs de dunes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on était un peu dubitatif. On a envisagé à un moment que ces réflexions spéculaires puissent venir justement de la zone entre les dunes, hein, ce qu'on appelle les interdunes, qui peuvent être lisses, mais ça ne marchait pas. Bon, voilà. Et donc, cette nouvelle étude, elle a montré qu'en fait, ces zones qui renvoient à ces échos spéculaires étaient associées, il y avait surtout deux régions, qu'on appelle TUI et OT-région, dont la morphologie, maintenant qu'on en a des images, a tout de la morphologie de ce qu'on pourrait qualifier de paléolac ou paléomère, c'est-à-dire des mers ou des lacs maintenant asséchés. Oui. Ou bien peut-être épisodiquement avec une fine pellicule de liquide, mais vraiment en général asséché. Donc, je vous montre un exemple ici d'analogue de ce que pourraient être ces paléolacs. Ici, peut-être que vous reconnaissez, hein, c'est Racetrack, hein, qui se trouve dans la vallée de la mort aux États-Unis et qui est un lac asséché qui de temps en temps un peu se gorge d'humidité, mais un endroit très inspirant de liquide. Et donc voilà, on pense que ces échos viennent. Alors c'est tout, il y a toujours une part d'interprétation, mais pour la première fois, on a une explication satisfaisante à ces réflexions spéculaires qui ne viendraient donc pas d'étendues liquides, mais tout de même de régions particulièrement lisses parce que le liquide a joué à un moment ce rôle de polisseur, on va dire. Voilà. Donc on voit que Titan est très divers en termes de paysages et que même les paysages de l'Utah, de la vallée de la mort, hein, le fameux Racetracks, qui est un endroit effectivement fascinant pour ceux qui ont la chance d'y aller. Et donc effectivement c'est intéressant ce que tu dis parce qu'au début on imaginait avec ces réflexions directes, donc spéculaires, qu'il y avait des lacs et en fait rien du tout. Mais effectivement ça peut donner une idée de l'histoire de Titan. C'est chouette tout ça. Et est-ce que finalement, après cette énigme résolue et puis toutes ces superbes données de Cassini-Huygens et les mystères qu'il y a quand même, parce que tu disais qu'il n'y avait pas toute la couverture de la planète et puis que parfois la résolution était peut-être un peu améliorée, c'est quoi l'avenir ? Est-ce qu'il y a des missions qui sont prévues ? Est-ce qu'on va s'arrêter là ? Qu'est-ce qu'il y a dans la musette de la panoplie des chercheurs ? C'est sûr que tous les gens qui ont travaillé dans le cadre de la mission Cassini-Huygens et sur Titan en particulier sont tombés amoureux de cette parfois je dis cette planète parce que pour moi elle a tout d'une grande, on va dire. Et il y a eu énormément de propositions pour y retourner dans un futur plus ou moins proche. Et récemment, une de ces propositions, un de ces projets de mission vers Titan a été accepté par la NASA dans le cadre du programme Discovery. C'est la mission Dragonfly. Dragonfly, ça veut dire libellule en anglais, qui va en fait tirer parti de toutes les possibilités de navigation qu'offre Titan, qu'offre notamment l'atmosphère de Titan, pour envoyer, alors ça va prendre un peu de temps, mais ça arrivera en 2035, carrément un drone vers Titan. Encore une fois, le fait que l'atmosphère de Titan soit si dense, le fait que la gravité aussi soit réduite par rapport à celle de la Terre, c'est 7 fois moins, la gravité est 7 fois moins élevée, on peut faire voler pas seulement un petit drone, un gros bébé, parce que là, le drone de Dragonfly, il fait presque 3 mètres d'envergure et au moins 500 kilos de poids. Ah oui, donc c'est pas du petit drone du week-end. Oui. Non, et l'avantage d'un drone, c'est qu'on va aller pouvoir explorer donc in situ la surface de Titan, mais pas seulement un site, plusieurs. Parce que la mission devrait durer minimum 2 ans et demi et on aura le temps de voir plus d'une vingtaine de sites comme ça en parcourant à raison d'une dizaine de kilomètres à chaque vol en fait.
Et l'idée de cette mission, c'est d'aller explorer donc plusieurs sites et à chaque fois, notamment d'en prélever des échantillons de sol pour analyser la composition de ce sol et y chercher notamment des traces de chimie prébiotique. Oui, oui, la fameuse. Ça veut dire une chimie qui serait précurseur de la vie telle qu'on connaît sur Terre. Évidemment, si on découvrait, je ne sais pas moi, des acides aminés, des protéines sur Titan, ça ouvrirait des perspectives sur la possibilité d'une vie ailleurs, pas seulement dans un autre système stellaire, mais même dans notre système solaire, absolument incroyable. Exactement. Donc, il va falloir attendre un petit peu. Donc, lancement vers, tu dis, 2020, 2026, le 2026. temps de voyage. Oui, oui. Voilà. Et puis en 2035, 2034, 2035, on arrive. Voilà, bah oui. Donc on aura besoin de jeunes chercheurs et jeunes chercheuses pour nous aider à analyser tout ça dans quelques années. Et c'est pour ça que bon, les chercheurs qui travaillent sur des missions spatiales, en général, ne travaillent pas sur une seule mission parce que c'est des échelles de temps très longues. Donc d'ici là, dans mes prochaines destinations, normalement, il doit y avoir Mars, puisque je travaille aussi sur un radar qui est embarqué sur le rover, l'astromobile, de la mission ExoMars. Alors 2022, hein, on a appris cette année que la mission était reculée à 2022, elle devait partir en juillet. Et puis, ce que j'espère aussi, c'est d'ici là avoir aussi la chance d'aller sur Vénus, d'aller par procuration sur Vénus, oui. parce que Vénus, c'est aussi un peu mon nouveau Titan. Oui. J'en parlais, ça fait partie de ces corps pudiques. Oui. Alors, on le voit, la slide 10, on voit Vénus à côté de Titan. Vénus, c'est aussi un corps dont la surface, en tout cas, est masquée par une épaisse atmosphère. Oui. Donc, cette surface, elle a été révélée pour la première fois véritablement, je dirais, il y a 25 ans maintenant, par un radar, toujours un radar à bord de la sonde Magellan. Je montre dans la slide 11 là, une image de ce radar qui a cartographié lui toute la surface de Vénus avec une résolution d'une centaine de mètres. Et ce qu'a montré ce radar, c'est que la surface de Vénus était dominée par le volcanisme. C'est des plaines de basalte a priori volcaniques et puis c'est des milliers ou des centaines en tout cas d'édifices volcaniques comme ceux qu'on voit là qu'on a qualifiés de volcans pancakes parce qu'ils ont une forme de pancake. On ressemble à des pancakes, il manque plus que le sirop d'érable et on est bon. Oui. Mais ça, c'était il y a 25 ans. Et depuis 25 ans, il y a eu quelques missions vers Vénus, mais toutes dédiées à l'atmosphère en fait. Oui. Et donc là, il est grand temps de retourner vers Vénus et avec forcément aller voir la surface. Alors évidemment, ce serait sympa de déposer quelque chose à la surface de Vénus. Ça a déjà été fait, mais il fait presque 500 degrés à la surface de Vénus. Donc l'espérance de vie des engins qu'on envoie, c'est 2 heures maximum. Donc, le mieux quand même, si on veut voir la surface, et puis pour la voir dans sa globalité, c'est d'envoyer encore et toujours des radars. Et bien sûr, aujourd'hui, en 25 ans, il y a eu d'énormes progrès dans les radars. Donc, on imagine envoyer des radars avec des résolutions bien plus grandes que celles du radar de Magellan. Et des radars même capables de détecter des changements dans l'altitude. Parce que la grande question sur Vénus, c'est de savoir est-ce que Vénus est active? Est-ce qu'il y a un volcanisme contemporain sur Vénus? Et donc, ce qu'on espère, c'est de voir, de prendre en action des coulées de lave volcanique ou en tout cas, par comparaison entre des nouvelles images et celles qui ont été recueillies il y a 25 ans par Magellan, voir des changements à la surface. Exactement. Donc ça aussi, c'est j'espère, une de mes prochaines destinations. Exactement. Il y a des projets associés à l'exploration de Vénus? Il y a 2 projets qui ont été présélectionnés pour l'instant et on saura l'année prochaine s'ils sont sélectionnés. Un projet européen auquel je participe qui s'appelle Envision, qui est donc une mission proposée pour le programme M5. M5, c'est le programme moyen, c'est des missions de taille moyenne de l'Agence spatiale européenne. Et côté américain, il y a une mission qui s'appelle Veritas, qui a été sélectionnée là, il y a quelques mois pour le programme Discovery de la NASA. Donc, ces 2 missions ne sont pas encore officiellement sélectionnées. On espère que les 2, moi j'espère personnellement que les 2 le seront parce que pour Vénus, voilà, ce n'est pas seulement une mission qu'il faut. Moi, je pense qu'il faut vraiment un programme vénusien comme on a un programme martien. On voit à quel point
plusieurs missions avec des objectifs un peu différents ont complètement changé notre compréhension et notre vision de Mars. Et pour Vénus, alors que c'est notre voisine, c'est même notre jumelle parce que c'est une planète qui ressemble beaucoup à la Terre en termes de taille et même de distance au Soleil, et ben, Vénus, finalement, on ne la connaît pas si bien que ça, quoi. Et on aurait besoin de la connaître parce que, je le disais, sur Vénus, il fait 500 degrés à la surface. Pourquoi? Parce que l'effet serre, en fait, c'est emballé. On pense qu'il y a 3 milliards, 4 milliards d'années, Vénus et la Terre se ressemblaient encore plus, accueillaient de l'eau liquide à la surface. Et puis, pour une raison qui nous échappe encore, cette eau liquide s'est échappée, en tout cas sur Vénus, et un effet de serre s'est emballé et a donné l'environnement infernal qu'elle est devenue. Et en fait, on pense que ça peut être utile de comprendre ce qui s'est passé sur Vénus pour éviter que sur Terre, ça s'emballe aussi. Exactement. Vénus, Voilà. c'est la planète caractéristique de l'emballement de l'effet de serre à son extrême. Eh ben, très bien. Donc, on voit qu'il y a plein de projets pour l'exploration du système solaire et plein d'enjeux. Est-ce que peut-être que pour finir, tu voudrais évoquer des aspects sur comment la science se pratique, Oui. les équipes, voilà. Oui, alors j'avais envie de parler parce qu'on me le demande souvent, donc j'en parle, de la place peut-être aussi des femmes dans la science planétaire en particulier, pardon, et pas seulement des femmes en fait, des minorités je dirais, parce que les femmes ne sont pas des minorités. J'aime bien montrer en fait, ces deux photos d'équipe de la mission Cassini-Huygens. La première photo a été prise en 1999. Donc, c'était la première réunion scientifique des scientifiques qui ont conçu cette mission 7 ans avant qu'elle ne soit envoyée vers le système de Saturne, puisque le lancement a été en 1997. Et bon, ce qui normalement frappe aux yeux quand on voit cette photo, c'est qu'on a que des hommes blancs je dirais d'une cinquantaine d'années minimum. Pas que, en vérité, il y a quelques plus jeunes, mais c'est vrai que moi, la première fois que j'ai vu cette photo, je me suis dit, bon, où sont les femmes? Bon. Et là, je vous montre ensuite la photo qui a été prise en 2017. Donc, c'était c'était lors de la fin de mission, une période un moment très, très émouvant. Donc, évidemment, on était là, je ne suis pas sur cette photo, c'est une photo vraiment de l'équipe dirigeante de la mission Cassini, à la fois ingénieur et scientifique. Donc là, c'est un mélange d'ingénieurs et de scientifiques. Et on voit déjà une petite évolution. En tout cas, des femmes sont apparues. Et il faut signaler que ces femmes-là, elles jouent un rôle majeur. Linda Speaker, qui est pile au milieu, au premier rang, c'était la chef scientifique de la mission Cassini à la fin de la mission. Juste derrière elle, c'est Julie Webster, qui était l'ingénieure en chef, qui a programmé toutes les opérations de la sonde. Et Dieu sait qu'il y en a eu, et Dieu sait qu'elles étaient d'une complexité sans précédent. Donc voilà. Après, en termes de minorité, ça reste pas très diversifié. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais en termes de femmes, la mission Cassini fait figure presque de référence, puisqu'à la fin de la mission, au début on l'a compris, mais à la fin de la mission, il y avait dans les effectifs, que ce soit scientifiques, je dirais chercheurs et ingénieurs, 30% de femmes. Oui, oui. Ce qui est un record. donc les choses évoluent et j'espère qu'elles continueront à évoluer vers plus de minorités, quoi. Ça c'est important. Pas seulement pour l'image, pas seulement pour l'affiche, mais parce que avoir des personnes d'horizons, de parcours différents. Et le parcours ne se voit pas forcément à la couleur de la peau ou à la longueur des cheveux. Mais c'est aussi ça, quand je dis minorité, c'est aussi qu'on vient tous d'un milieu, souvent d'un milieu assez semblable. Et avoir des gens qui ont des chemins d'évolution différents, c'est des visions différentes, c'est des façons de procéder, de réfléchir différentes. Et à la fin, ça sert la science, ça sert la connaissance, c'est sûr. Merci pour ce super témoignage et ces deux photos qui sont effectivement extrêmement parlantes et on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire.
et voilà, on essaie de tous y œuvrer. Merci de ta présence pour cette nuit du Big Bang au Big Band. On a appris beaucoup de choses. Et puis, ben, on te retrouve dans le programme aussi supplémentaire pour parler d'autres aspects. Et ben, merci et bonne soirée à tous. Merci à vous. Au revoir, bonne soirée, bonne nuit. Hé, hé! Quelques millions d'années après le Big Bang, un tourbillon de matière apparut. De la matière se mit à tourner de plus en plus vite. Elle tourne comme un jongleur qui ne voit plus où donner de la tête. À mesure qu'elle tourne, des bras lui poussent sous l'effet d'une nouvelle musique. Ce sont les bras de notre galaxie, la Voie lactée. Écoutez, ce sont les ancêtres de notre monde. Certains sons participèrent à la naissance de nos ancêtres les étoiles.